de la première heure. Elle s'appelle Solange Elobo. Elle vous passe son salut et depuis votre première émission, elle est là, fidèle, un peu comme la devise des Marines aux États-Unis, Semper Fidelis. Et elle tient à vous dire qu'elle vous suit et qu'elle continuera à suivre le combat panafricain. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Les hommes, depuis la Genèse, ont toujours tenté d'améliorer leur système de gouvernance, peut-être à leur détriment, car on est parti de la monarchie, des systèmes totalitaires, ou du moins dits totalitaires, pour arriver à ce qu'ils ont appelé la forme la plus révolutionnaire et accomplie du système de gouvernance humaine, la démocratie. Du latin, ou plutôt du grec, démos et cratienne, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. La démocratie s'est installée au milieu du Moyen-Âge, ou plutôt un peu plus après, dans les sociétés occidentales, comme le meilleur système de gouvernance pouvant fédérer les hommes. En Afrique, comme imposé, ils le diront certainement les différents panélistes, comme une sorte de viol accepté par les Africains. La démocratie s'est donc imposée, disais-je donc, aux Africains comme étant ce système qui viendrait révolutionner leurs différents modes de vie. On se rappelle avec suffisance et certainement une certaine nostalgie des grands empires qui ont vu et suscité même l'envie des différentes puissances, des grands empires africains, le Mali, le Songhai, le Ghana, ou l'Empire du Congo, qui ont connu leur faste sous d'autres systèmes. Alors la question se pose aujourd'hui. La démocratie est-elle adaptée à l'Afrique? Est-elle un système pour l'Afrique? N'est-elle pas une perpétuité de ce colonialisme transformé en néo aujourd'hui? Devrait-on se satisfaire et se plaire à ce système? Peut-on envisager une Afrique unie, forte et indépendante comme le veulent les panafricanistes en restant sur ce diktat de la démocratie? Mesdames et messieurs, tel est le débat de ce jour. Et on va commencer justement avec vous, chers patients parfaits d'hommes, pour revenir aux antipodes ou à la création même des États africains. On parlait en introduction de ces différents empires qui ont connu faste gloire et richesse, mais qui n'étaient pas pourtant démocratiques. Devrait-on y revenir aujourd'hui? C'est une problématique sérieuse qui ne se limite pas seulement à la question du retour à l'ordre ancien par rapport aux évolutions du monde et de nos sociétés. C'est une problématique assez importante parce que souvent, quand on parle d'un retour aux sources, quand on parle de la réappropriation de notre culture, les gens ont tendance à essayer de caricaturer en expliquant que, mais oui, vous voulez le retour des royaumes, vous voulez le retour de ces entités fortes qui étaient dirigées de manière plus ou moins rigide par un souverain qui était, n'est-ce pas, plus ou moins, qui avait l'essence de pouvoir de manière totalitaire entre ses mains. Et d'autres l'expliquent même en disant que l'Afrique a toujours été comme ça. L'Afrique a été dirigée par des hommes puissants, forts, qui orientaient, qui dirigeaient avec sans partage, n'est-ce pas, qui avaient un pouvoir sans partage. Et c'est comme ça que cette Afrique-là a connu ces années, ces moments de gloire sur le plan de l'histoire. Et c'est là où c'est difficile. Parce que premièrement, on essaie de ne pas aller en profondeur pour étudier les systèmes politiques qui ont dirigé l'Afrique pendant très longtemps. Et voir comment, là, dans ces systèmes politiques, il y avait des partages de pouvoir réels. Où on avait beau être un chef, on avait beau être un roi, on avait beau être tout ce qu'on veut, on n'avait pas l'entièreté de pouvoir comme on le voit aujourd'hui dans certaines dérives de ce qui sont appelés États démocratiques. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres pôles de pouvoir qui étaient complémentaires au pouvoir du chef et qui, dans une large majorité, quand elles étaient en contradiction avec le pouvoir du chef, pouvaient même démettre le chef, voire prononcer sa sentence finale. Dites-vous que les sociétés africaines antiques ou d'antan se préparaient au système démocratique? Elles étaient déjà, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque système de gestion de cité correspond non seulement à une époque, à un environnement, mais aussi à une civilisation. Donc il faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons
on veut essayer de normaliser une civilisation, c'est-à-dire on veut essayer de niveler, n'est-ce pas, sur le plan holistique, une civilisation devenue d'ailleurs, et c'est ça le débat même que pose même la crise ukrainienne aujourd'hui, quand on parle de monde multipolaire, ça veut dire que en fonction de chaque civilisation, en fonction de chaque environnement, en fonction de chaque culture, on peut avoir des modes de représentation et de gouvernance qui ne soient pas totalement identique, n'est-ce pas, partout dans le monde. Et ça, il faut le comprendre. Donc, j'étais au niveau de l'Afrique ancienne, parce que c'est très important, ce débat-là. Les gens ont tendance à dire, oui, on avait Soundiata Keita, on avait l'Empire Songhai, on avait l'Empire du Mali, on avait le Monumentapa, on avait l'Égypte ancienne, on avait les pharaons qui dirigeaient, qui faisaient. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que pour que ces sociétés-là arrive à une certaine prospérité, à une certaine gloire du point de vue de la civilisation, du point de vue de l'éclat que la civilisation représentait dans l'humanité, il a fallu qu'ils adoptent des modes de gouvernance qui, en même temps, conféraient le pouvoir central à un homme fort et à une institution forte, mais qui, de l'autre côté aussi, avaient des petits contre-pouvoirs qui contrôlaient l'action de ce chef-là, pour que la société ne soit pas dirigée par quelqu'un qui va les amener à la dérive. Et chaque fois qu'on a laissé le pouvoir central entre les mains d'un individu tout puissant, cette société-là a provoqué sa chute. Elle-même, elle s'est effondrée, elle s'est repliée sur elle-même et elle s'est effondrée comme, comment on dit ça, comme une caldeira, n'est-ce pas, qui finit par s'affaisser sur elle-même. Alors, il y a ça. Il y a aussi la volonté de nos prédécesseurs dans la lutte, dans la conquête pour la souveraineté et l'indépendance et la liberté pour les pays africains, les pays qui ont précédé nos indépendances factices, je les appelle comme ça. Il faut distinguer les deux types, n'est-ce pas, de démarches. La première démarche, elle est constituée d'Africains patriotiques dignes qui disent, attention, nous voulons nous débarrasser de la tutelle occidentale pour donner la liberté à notre peuple de s'auto-gérer, de s'auto-diriger de manière démocratique. C'est le cas, par exemple, de Jean-Claude Oumniobé. Quand il parle de démocratie, cela n'a rien à voir avec acceptation de l'assujettissement de nos États, de nos peuples, de nos institutions par rapport à un ordre qui vient d'ailleurs. Premièrement. Donc, ils se sont battus pour cela. Et ils ont tellement épousé, ils ont tellement intégré, ils ont tellement, comment dire ça, digéré cette perception de la démocratie que ce qui leur a valu plus tard les assassiner et la mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient totalement en déphasage avec cette nouvelle démocratie, n'est-ce pas, si on peut l'appeler ainsi, qui nous a été offerte. Elle était offerte aux Africains comment? Premièrement, elle devait être sous contrôle. Il faut relire là, le fameux passage de Paul Joula concernant le Cameroun. On ne peut donner le pouvoir qu'aux gens qui sont dociles, qui ne vont pas faire référence à leur culture ancestrale, qui vont même accepter à la limite d'être dans nos loges où ils seront bien bichonnés pour qu'on puisse s'assurer du contrôle des élites qui vont diriger cet appareil. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ceux qui se battaient de manière authentique pour redonner la souveraineté, l'indépendance et la liberté à leur peuple, ils ont été écartés du jeu. Même au Niger, on ne parle de Modibo du premier président nigérien, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était président d'un parti qu'on appelle le parti Saoba, dont on ne parle pas beaucoup, qu'on a écarté de manière brutale. Donc, on va donc voir cette démarche-là, qui va aboutir à quoi? Qui va aboutir à que, en réalité, on aura une espèce de multipartisme dans un premier temps, très contrôlé, pour le cas du Cameroun, qui va dériver après vers des pouvoirs forts, parce qu'après, la métropole dit, je ne veux pas avoir plusieurs interlocuteurs. On ramène tout le monde dans cette camisole de force qu'on va appeler le parti unique. Et on va rester dans ce parti unique-là, tellement violent, tellement coercitif pour les peuples et les initiatives des populations, jusqu'au moment de la chute du mur de Berlin. Vient alors la chute du mur de Berlin. Mais la chute du mur de Berlin voulait dire, selon ceux qui étaient plus ou moins naïfs, mais de bonne foi, peut-être comme nous, de dire, ok, l'ordre ancien sera évacué, et on va créer maintenant un nouvel univers sur le plan politique. Malheureusement, mal nous en a pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, on a tout fait pour verrouiller le jeu. Et là maintenant, c'est là où c'est intéressant. Et les nouveaux maîtres qui étaient de nouveau dans un cadre plus ou moins multipartiste se sont autoproclamés démocrates.
et ont galvaudé complètement le sens de l'éthique démocratique. Moi, je ne parle pas de la Grèce. Hein. D'accord. L'éthique démocratique. Justement. Et nous continuons à batifoler dans ce grand marais-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que où on voit des gens qui se proclament démocrates et qui ne le sont pas dans les faits. Et qui, pour s'excuser, prennent les cas des pays comme les États-Unis, ils disent, regarde, Bush père a été, Bush fils a été, est-ce que c'est démocratique? Ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas, ce ne sont pas les raisons, ce ne sont pas les mobiles, ce ne sont pas les racines, j'allais dire les éléments pour lesquels les gens se sont battus pour avoir l'indépendance, pour avoir la liberté, pour avoir la démocratie chez nous. Donc moi je distingue une démocratie faite de liberté, de quête de souveraineté, d'indépendance réelle, mais surtout d'une élite qui est, tout à l'heure, qui sont de véritables fonctionnaires, dont les civil servants, au service du peuple, par rapport à cette affaire glauque qu'on nous a léguée après et dans laquelle nous baignons depuis très longtemps, qui est que on a des gens qui se disent démocrates, qui font même des élections, qui disent même qu'ils ont des majorités, mais qui, dans les faits, ont épousé le système jacobin d'une rigidité hors norme, voilà, qui ne permettent pas l'expression, justement, démocratique au sein de leur État et de leur pays. Je ne vais pas vous poser la question tout de suite pour savoir si oui ou non vous êtes pro-démocratie telle qu'elle est vécue au Cameroun, en tout cas en particulier en Afrique. Docteur Yam, avec vous, on va parler justement de la Grèce antique. Aimé Césaire se plaît à dire que la raison est hellène, malheureusement ou heureusement, la démocratie l'est aussi. C'est là-bas en tout cas qu'elle est née. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le système démocratique tel que vécu au Cameroun et en Afrique, en général, respecte justement les codes de cette démocratie première telle que née en Grèce? Qui a dit que la démocratie est née en Grèce? Les textes, les livres. Les livres. D'accord. Alors, les livres disent que la démocratie est née en Grèce. Je ne sais pas si c'est que... J'ai lu beaucoup de livres qui parlent de système politique en Grèce, Platon, Aristote, pour ne citer que ces deux qui sont les plus importants. Et ils distinguent tous différents systèmes politiques. L'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, la monarchie, le gouvernement d'un seul, la plutocratie, le gouvernement de l'oligarchie, tous ces gens-là, l'anarchie, qui n'étaient pas vraiment connus à l'époque parce que c'est plutôt une création de la période 19e siècle, etc. Et puis la démocratie, que Platon trouvait comme étant un très mauvais système parce que c'était le gouvernement, si vous voulez, de ceux qui n'avaient aucune connaissance et qui se prévalaient de pouvoir accéder ou de pouvoir diriger le peuple, alors que le gouvernement de la cité est une science qui incombait aux philosophes rois. Dans un de ses pamphlets, il l'appellera la dictature de la masse. La dictature de l'ignorance. La dictature de l'ignorance. Il trouvait que c'était un ramassis d'ignorants. Pour une raison simple, c'est que la masse, dans la pensée de Platon, ne pense pas. Aristote pensera que tant que le principe, ce sera que chacun ait la possibilité d'accéder au pouvoir et donc que nous soyons interchangeables, alors le système, il est parfaitement opérant. Malheureusement, la question, c'est que de quelle démocratie parle-t-on lorsque une poignée de personnes règne sur une masse infinie de gens qu'ils appellent des esclaves? Est-ce que c'est une société? C'est ça la Grèce. Et puis, le pire pour nous les Africains, c'est que cette petite poignée de personnes qui se font appeler les citoyens, c'est pour l'essentiel un ramassis d'homosexuels qui n'hésitent pas à se pavaner avec ce qu'ils appelaient leurs éphèbes, ce qui heurte tout de suite nos valeurs africaines. Alors donc la question va être de savoir, est-ce que c'est cela la démocratie, que d'avoir un petit groupe qui terrorise, exploite, domine la grande majorité, la très très grande majorité, et qui décide de tout ce qui peut être fait. Et d'ailleurs, au sein de cet aéropage, comme il s'appelait, il y a ce qui est le plus important, ce qui donne du poids à votre parole, c'est votre puissance économique. Donc, au fond, je ne sais pas si c'est cela la démocratie, mais toujours est-il que l'idée sera reprise lorsque la bourgeoisie, qui naît
vers la fin de la Renaissance et conquiert le pouvoir en faisant tomber particulièrement le roi de France. Et cette bourgeoisie, en réalité, nous sommes dans une lutte extrêmement violente, où il faut contrôler le pouvoir, faire tomber la noblesse, pour que la bourgeoisie naissante qu'elle devienne de plus en plus riche et qui va conduire la révolution industrielle. Et je rappelle au passage que ce qu'on appelle la bourgeoisie en Europe, c'est constitué sur l'esclavage. Essentiellement, c'est de là qu'elle tire sa fortune. Et sur le massacre de nos frères caraïcos, etc., et qu'on appelle globalement indiens en Amérique. Donc, cette bourgeoisie veut contrôler le pouvoir et elle va créer quelque chose qui est un dol. C'est un dol terrible, c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. C'est-à-dire que on va s'assurer que le cens qui existait au Moyen-Âge, dont vous devez payer pour accéder à une certaine charge, ils vont réintroduire dans ce qu'on appelle le suffrage, introduire le suffrage censitaire. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de payer. C'est ce qu'on fait dans la plupart des pays aujourd'hui. Pour que vous accédiez à une fonction, payez une caution. C'est le suffrage censitaire. Ça permet de limiter l'accès à ces fonctions-là. Et donc, la bourgeoisie européenne va installer cela, faisant croire que tout le monde peut accéder au pouvoir, aux positions de pouvoir politique, alors qu'en réalité, au moment où adviennent les élections, ils vont bloquer, noyauter le système pour y accéder. Et dès qu'ils sont élus par le peuple, ils contrôlent à nouveau totalement le pouvoir. En réalité, ce qui règne sur les pays aujourd'hui, c'est une sorte d'oligarchie. Tout simplement. Ils sont quand même élus par le peuple. Et ça, c'est le principe de la démocratie. C'est le peuple qui lui confère ce pouvoir. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Cette démocratie qu'on nous vante aujourd'hui est essentiellement, il faut la distinguer d'une autre. Parce que vous avez d'un côté la démocratie électorale, c'est d'elle dont on parle là, et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle la démocratie économique. En fait, nous sommes en face de deux systèmes. Et ces systèmes-là, c'est extrêmement important de bien les comprendre. Pourquoi est-ce qu'Oumyobé va être tué? C'est parce qu'il promet la démocratie économique. Hier, on en parlait. Le fondement de la société, ce n'est pas d'aller choisir un dirigeant. Le fondement de la société, c'est de trouver d'organiser la production des biens et services qui concourent, qui vont permettre de satisfaire les besoins de la société, de satisfaire les besoins, si vous voulez, des citoyens. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui fonde la société. Or, nous sommes là dans une situation où la question qui se pose est celle de savoir est-ce que tout le monde peut satisfaire ses besoins grâce à la production? Ça devient donc, d'un côté, une démocratie ou une approche qui va privilégier essentiellement le mode d'accès au pouvoir, démocratie électorale, et puis une autre qui va privilégier la satisfaction des besoins de tout le monde, la démocratie économique. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde où la guerre que vous avez en Ukraine, par exemple, est en réalité le résultat de ce conflit. D'un côté, les États-Unis qui estiment que la connexion entre l'Europe et la Chine, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez livrer des marchandises par train de Shanghai à Lisbonne. Sauf que les États-Unis ont eu peur, les États-Unis qui portent le capitalisme financier néolibéral, ont eu peur de cette conversion de plus en plus marquée, qu'on remarquable, de l'Europe vers une espèce de sympathie et de proximité avec cette économie socialiste qui est devenue la première économie mondiale. Et en réalité, la guerre en Ukraine est le résultat du sabotage du projet Nord Stream 2 qui devait soutenir la relance économique en Europe. Et en cassant ce système, en cassant la construction de Nord Stream 2 et la proximité entre l'Eurasie, donc si vous voulez la proximité eurasiatique, les États-Unis, ça permet aux États-Unis de maintenir, de conserver leur leadership dans le monde occidental, si vous voulez, au sein de l'ethnie européenne. Et donc, du coup, la guerre qui a lieu là-bas en réalité, c'est une guerre entre la démocratie, les tenants de la démocratie économique, dont la Chine, qui aujourd'hui a sorti le plus grand nombre, deux pays ont sorti le plus grand nombre de pauvres, le plus grand nombre de personnes de la pauvreté au XXe siècle, c'est la Chine et le Vietnam. Bon, allez savoir, tous ces deux pays sont des pays socialistes. Et donc, de l'autre côté, les États-Unis qui se battent pour leur leadership sont même prêts à sacrifier l'Europe en sabotant un projet comme celui-là et en provoquant une guerre en Ukraine. Donc, la question devient donc celle de savoir si la Chine
a sorti le plus grand nombre de pauvres parce qu'elle a déclaré que la pauvreté est éradiquée dans son pays, 1,5 milliard d'habitants. Nous avons des petits pays de 60 millions d'habitants comme la France ou comme la Grande-Bretagne où les gens meurent de froid en hiver dans la rue parce que 10% des gens à peu près sont des SDF ou sont des gens très pauvres. Et vous êtes forcément face à deux choses. Or, c'est des pays dits démocratiques. Mais que veut dire démocratie? Gouvernement du peuple par le peuple. Mais le peuple se gouverne-t-il pour choisir des dirigeants ou pour satisfaire ses besoins? La construction sociale, la construction la structuration d'une société a-t-elle pour finalité le choix des dirigeants ou la satisfaction des besoins de tous? Les deux ne sont-elles pas liés? Est-ce que le problème, c'est qu'il y a... Les dirigeants ne contribuent-ils pas à satisfaire les besoins du peuple qu'il a mis là? Pas nécessairement tel qu'on l'observe, par exemple, dans les pays de démocratie occidentale. Pas nécessairement, puisque ces pays sont structurellement marqués par une frange de la population qui sera toujours pauvre, ce que Karl Marx appelait le lumpenprolétariat. Le capitalisme a besoin de ce lumpenprolétariat, c'est-à-dire d'une frange de pauvres qui existe en permanence pour survivre. Et donc, or, de l'autre côté, vous avez une démocratie, l'idée de la démocratie économique qui vient, et ça c'est très grave au niveau mondial. C'est-à-dire que nous sommes en 90, Francis Fukuyama a écrit un livre, La fin de l'histoire et le dernier homme. Le postulat, l'idée générale, c'est que le capitalisme a triomphé et que désormais, le capitalisme sera l'idée la plus pertinente et ad vitam aeternam, nous vivrons sur le capitalisme. Moins de 30 ans après, un pays socialiste, un pays communiste, ouvertement communiste, devient la première puissance économique du monde, déclare avoir éradiqué la pauvreté de son territoire, et ce pays-là a une population qui est 1,5 fois plus importante que l'Europe et les États-Unis, le Canada réunis. C'est quelque chose de très fort dans l'histoire de l'humanité, et la question fondamentale que cela soulève, c'est quel est le sens réel de la démocratie? La démocratie est-elle la poursuite du meilleur système d'élection des dirigeants? Ou la démocratie serait-elle bien plutôt la poursuite du meilleur système de satisfaction des besoins de tout le monde? Très bien, si c'est une très belle relance pour cette problématique qui nous rassemble ce matin. Christelle Fanga, en 2019, septembre, le président Jacques Chirac, alors en exercice en France, déclare: la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Est-ce que ça en est vraiment un? Et est-ce que justement les Africains devraient-ils se fier à cette déclaration, à cette affirmation et chercher ailleurs? Par exemple, dans ce passé glorieux qui n'était pas fait de démocratie, mais bien glorieux quand même. Monsieur Rim, merci pour cette brillante intervention. Ça, rien à dire là-dessus. C'est pour ça qu'il faut avoir des panels aussi riches et aussi diversifiés. Quand vous me prenez l'exemple de Chirac, vous savez, il vous reste juste le rouge pour être un peu blanc-rouge en même temps. Oh. Je dis ça, je dis rien. Soyons sérieux. Oui, allons-y. Quelqu'un ne peut pas créer quelque chose... En fait, quelqu'un qui est incarné par le mal ne peut pas créer quelque chose de bien. Peu importe comment il va l'appeler. La démocratie, c'est un esprit qu'on ventile à la population. C'est un mot, c'est créé par quelqu'un. C'est un système créé par quelqu'un. Et derrière ce système créé, il y a un esprit. C'est l'esprit de la personne qui déverse. Et Yam a commencé par expliquer, parce que vous avez dit que la démocratie est née en Grèce, en Grèce et tout. Et il a dit, mais qui gouvernait en Grèce? C'était une bande d'homosexuels qui se baladaient comme ça, là, qui avaient des mœurs. Et ce n'est que normal qu'aujourd'hui, l'Europe que vous voyez aujourd'hui n'est que ce petit machin, vous voyez un peu, qui n'a pas de valeur. Donc un homme qui n'a pas de valeur, d'abord intrinsèque, d'abord quand même un homme c'est un homme, n'est-ce pas? Quand il se tient debout, c'est un homme, c'est un homme. Donc quelqu'un qui n'a pas de valeur intrinsèque, quelqu'un qui n'a pas de vraies ressources en lui ne peut pas produire une eau potable. Donc la démocratie est issue d'un système déjà débridé, sale, qui n'a rien à voir avec les réalités humaines. Parce que si un homme peut déjà aller avec un homme, et cet homme-là vient avec un système, ça veut dire que ce n'est pas un bon système.
Donc, M. Chirac, en nous disant que c'est un luxe pour nous, oui, c'est un luxe. Parce que nous, on ne connaît pas homme avec homme. Nous, on connaît homme avec femme, c'est-à-dire constitution d'une famille. Et si vous n'avez pas la notion de famille, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la notion de démocratie. Que les gens ne vous mentent pas. Si vous n'avez pas la notion de famille, vous ne pouvez pas avoir la notion de démocratie, soi-disant démocratie. Donc ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas... Tout ce que vous pouvez appeler, vous pouvez ajouter des noms. Parce qu'un homme, pour que l'économie sociale, ou la démocratie sociale, n'est-ce pas, économique, puisse prendre place, c'est pour satisfaire quoi? C'est les besoins de la famille. Alors, des gens qui n'ont pas de besoin, qui n'ont pas de famille, qui ne constituent pas véritablement de famille, vous allez parler de démocratie, ils vont nous dire que c'est un luxe pour nous. Non! Nous, on s'en fout de ce système parce que ça n'a rien produit. Citez-moi le système démocratique, ce que ça a produit. Surtout la démocratie élective, électoraliste, du système électoral. Qu'est-ce que ça a produit dans nos États? Aucun résultat. La preuve en est, on a pris des criminels de guerre, on a fait des élus. Alors que dans un système démocratique, surtout économique, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a versé du sang puisse être élu, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ces populations-là que vous vous battez. Alors comment vous pouvez gouverner un peuple que vous tuez? Si c'est le peuple qui l'a mis là, parce que le principe de la démocratie, c'est quand même les élections. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de qui le dirige. Vous êtes dans la récitation des systèmes ou bien des écrits, de ce qu'ils ont écrit. Nous, on est dans la réalité. Et la réalité, c'est que tout ce que vous voyez, tout le système qui a été mis en place n'était pas pour le peuple. Et c'est pour ça que la Chine a battu les États-Unis. C'est pour ça que le système chinois aujourd'hui a pris le monde entier parce que, en réalité, ils ont basé leur système. Parce que la Chine n'est pas une démocratie. La Chine n'est pas une démocratie. Mais comment elle a fait pour détruire les grands États-Unis aujourd'hui partout dans le monde? Et la France s'est posé la question, mais comment la Chine a pu pénétrer notre précaré? Mais parce que la Chine a justement résolu les problèmes qu'il fallait. C'est-à-dire, vous voulez l'argent, on vous donne l'argent sans garantie. On vous donne l'argent sans taux d'intérêt assez élevé. En fait, ils font dans le socialisme, ils font dans le communisme, ils font dans un système qui permet que les populations se sentent que, mais voilà quelqu'un qui est venu pour nous. Le Chinois marche avec toi. L'ingénieur chinois travaille avec toi. Il arrête l'appel comme toi. L'ingénieur français, lui, fait quoi? Monsieur, oh, je vois ce mur-là, il n'est pas très droit. Avec belle cravate, belle chemise, il est de côté et il regarde. Voilà le système. Parce que quand nous parlons de démocratie, il faut regarder les personnes. Il faut regarder comment les gens implémentent ça sur le terrain. Implémentent ça au quotidien dans leur vie. Que ça soit dans le domaine économique, que ça soit dans le domaine politique, que ça soit dans le domaine social. Donc c'est tout ce conglomérat-là. Quand nous analysons, nous pouvons dire que nous n'avons pas besoin du luxe de M. Chirac. La démocratie est un luxe pour l'Afrique. Jacques Chirac, septembre 2019. Docteur Bénicris, avec vous, on aborde un autre pan justement de ce sujet. Le Mali, depuis quelque temps, défraie la chronique sur la scène panafricaine, sur la scène africaine et même internationale. On a vu des levées de boucliers, des populations qui sortent en masse pour plébisciter un pouvoir qui n'est pas arrivé aux armes, ou plutôt à l'exécutif, par la voie des urnes, mais par la voie des armes. Alors, la démocratie utile à l'Afrique? Merci beaucoup pour la question. J'ai quand même l'honneur d'avoir assisté à tous ces développements. Je voulais un peu recentrer les débats et revenir à la thématique du jour, parce que c'est très important. Et donc, je vais répondre à votre question à la dernière minute. D'accord. Je vais d'abord commencer... Vous en avez 3. Très bien. Je vais d'abord commencer par parler de la situation de la démocratie dans le monde. Et en deuxième position, je parlerai de l'origine de la démocratie. Et en troisième lieu, de la nécessité de la démocratie en Afrique, en prenant comme cas de figure le Mali. D'accord. Alors, quelle est la situation de la démocratie actuellement dans le monde? Quand vous regardez les modèles démocratiques, vous pouvez regarder la différence déjà du modèle démocratique entre certains pays européens et les États-Unis d'Amérique, puisque à la base, la démocratie, c'est la voix du peuple. C'est cela le credo. C'est un credo qui a été établi depuis des siècles. Donc c'est la voix du peuple. Mais la voix du peuple, c'était par rapport à une nécessité
que je vais revenir à la deuxième position pour parler des origines de la démocratie. Mais l'état de la démocratie dans le monde aujourd'hui est remis en cause. Pourquoi? Parce que la démocratie n'est pas le meilleur système de gouvernance, ni moins encore un panacée pour le développement. Que ce soit en Afrique ou ailleurs. Je parle dans le monde. Okay. Je parle dans le monde. Prenez l'exemple de la France aujourd'hui. Si la démocratie est réellement la voix du peuple, vous avez les phénomènes des gilets jaunes qui pouvaient nous interroger. Nous avons des centaines de milliers de personnes qui sortent à la rue pour revendiquer, pour s'opposer aux diktats de l'État. Voyez-vous? Donc, s'ils sont des centaines de milliers, ils ne sont pas des millions. Et en termes de pourcentage, allez-y, ils ne font pas la masse. Laissez-moi vous démontrer ces choses-là. La déliquescence du modèle démocratique. Je voulais vous donner même des vidéos pour vous montrer que même les tenants même de ces pouvoirs, de ces modèles démocratiques, eux-mêmes remettent en cause les systèmes. Je peux vous citer par exemple Emmanuel Macron, qui a fait un discours qui est devenu viral aujourd'hui, qui a lui-même dit nous devons remettre en cause notre système de gouvernance par rapport aux montées, par exemple, des dragons d'Asie. Regardez aujourd'hui les systèmes asiatiques, regardez la Chine, qui n'est pas une démocratie au sens occidental du terme. Je n'y reviendrai pas, la Chine a fait sortir près d'1 million de ses populations de la pauvreté en moins de 50 ans, à plus de 50 ans. Il y a 50 ans en arrière, le niveau du Camerounais moyen était plus élevé que celui du Chinois. Mais ils ont fait un bond énorme sans être démocratique. Regardez l'URSS, la Russie aujourd'hui. La Russie aujourd'hui est devenue un pays géostratégique sur lequel il faut compter dans l'équilibre international. Dans les relations internationales, vous ne pouvez pas faire fi de la montée de la stratégie de Poutine. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, oublier par exemple certains pays asiatiques, comme les Émirats Arabes Unis. Mais il y a de cela une vingtaine d'années, allez-y, dans les Émirats Arabes Unis, c'est un pays désertique pauvre. Et pourtant, il y a une seule famille qui règne depuis plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, vous parlez de Dubaï, tout le monde prend Dubaï comme une destination, des choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un leadership éclairé. Ils n'ont rien à voir avec la démocratie. Et toutes les chancelleries occidentales tendent les tapis rouges pour qu'ils viennent chez eux. Ils coopèrent. Donc la démocratie n'est pas un modèle approprié pour le développement d'un peuple. Déjà, si vous regardez les pays européens, en particulier la France, l'Allemagne et d'autres pays, ils dépendent encore pour une grande partie des échanges qu'ils entretiennent avec des pays dits non démocratiques. Voyez-vous? Donc, la démocratie... Alors, oui. on va passer rapidement parce que c'est un sujet d'une envergure assez intéressante. Je n'ai même pas fait une minute. Hein. Je suis d'accord, je reste avec vous. Mais pour qu'on aille un peu plus vite, est-ce qu'on peut directement sauter sur la troisième phase de votre argumentaire pour parler justement de cette question de démocratie en Afrique? Vous venez de démontrer que la démocratie n'est pas forcément le meilleur système de gouvernance dans le monde, mais le cas de l'Afrique en particulier nous interpelle. Puisqu'on parle de démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, est-ce que les révolutions de palais à coups de canon peuvent donc être légitimées par ce peuple qui sort et adoube ce pouvoir pris par les armes? Quand on parle de la naissance de la démocratie, puisque c'est de là qu'il s'agit, de ça qu'il s'agit, la démocratie serait née à Athènes en 427 avant Jésus. La nécessité de la démocratie était un choix. J'aime beaucoup le conditionnel utilisé pour. Voilà, était un choix lié à une situation historique particulière. À Athènes, il y avait une oligarchie, les propriétaires terriens, qui confisquaient, c'est-à-dire une oligarchie capitaliste en réalité, qui confisquait les terres et qui excluait, qui chassait donc les autochtones de leurs terres, qui s'appropriaient, qui s'accaparaient des terres et en excluaient tout ce qui pouvait travailler pour survivre, tout ce qui vivait de la terre. C'est de là que les sages ont décidé de donner la voix au peuple pour décider de leur devenir. C'est de là qu'est née la démocratie athénienne. J'ai fait bien la nuance parce que la démocratie existe bien avant Athènes. Voyez-vous, je parle de la démocratie athénienne. Est née du fait qu'une oligarchie brimait les droits de la majorité et confisquait l'essentiel des terres qui pouvaient donner, qui déterminaient la survie économique du peuple. C'est de là qu'ils ont décidé. Mais quand vous regardez plus tard, de cette dynamique de revendication de l'accès aux terres, est née une élite qui s'est autoproclamée démocrate. Cette élite-là
conduira Athènes à la chute. D'ailleurs, c'est cette élite-là qui a décidé à l'unanimité pour la pendaison de Socrate. Voyez-vous? Donc Platon est issu, comme Platon se revendique de Socrate. Mais Platon lui-même, quand il décrit la démocratie, il dit que la démocratie, c'est l'un des pires systèmes d'organisation de la société. C'est-à-dire la dégradation du système aristocratique. Quatrième phase, la dégradation du système aristocratique. Ça, c'est dans le livre 7 de la République. Ça, c'est Platon qui le déclare. Donc, Platon même qualifie la démocratie comme étant une dépravation systémique. Voyez-vous? Alors, vous prenez Churchill, Winston. Winston dit la démocratie, c'est l'un des pires systèmes d'organisation quand on écrit tout le reste. Donc, la démocratie, même au regard occidental, n'est qu'un leurre. C'est qu'on fait croire à la majorité que nous défendons votre cause, mais en réalité, cette cause est confisquée derrière les rideaux par une oligarchie dont l'objectif est de garantir leurs propres intérêts au détriment des intérêts d'une majorité des peuples. C'est ça, en réalité, la démocratie. Voyez-vous? Tel que pratiqué, tel qu'exercé partout. Oui, même à l'occidental aujourd'hui. Puisque si on regarde, par exemple, ce que fait, par exemple, ce que nous vivons en France, par exemple. Mais attends, la majorité des Français n'ont pas voté Emmanuel Macron. 38,5%. Voyez-vous? Donc, allons-y, on ne veut pas aller dans les détails. Maintenant, revenons en Afrique. Le problème en Afrique, c'est que la démocratie en Afrique n'a jamais été le souhait des Africains. Il faut que je vous le dise. Je sais que nous ne voulons pas revenir dans l'histoire antique pour voir les différentes formes démocratiques. Il y a eu des formes démocratiques. Peut-être parce qu'on sait quand même qu'après 1945... Oui, attends, il y a beaucoup... Il faut pas, celui qui est ce n'est pas un sujet qu'on doit traiter comme ça à la légère. Attends, je vais vous dire. Ce n'est pas un sujet qu'on doit traiter à la légère. Parce qu'il ne faut pas confondre la gouvernance démocratique avec la démocratie électoraliste, avec la démocratie, comme lui l'appelle, démocratie sociale. Il y a plusieurs types de démocratie. Même en Égypte antique, là où Pharaon régnait, il y avait ce qu'on appelle les consensus populaires, s'il te plaît. Même dans mon royaume, d'où je suis l'héritier, dans le royaume du Congo, où il y avait un roi, il y avait les consultations populaires, où on tenait compte de la voix du peuple pour prendre des décisions majeures qui engageaient la destinée du pays. D'accord, mais donc, il y a ces voix. Mais j'ai reviens donc dans notre histoire récente. Le roi du Congo avec Kane disposait quand même d'un large éventail. J'ai dit que c'est un débat qu'on ne veut pas ramasser comme ça. Nous sommes des intellectuels panafricanistes. Je vais chuter par là. J'ai dit qu'en 1990, la démocratie est imposée par Mitterrand aux dirigeants africains. Ce n'est pas les Africains qui sont réveillés le matin et qui ont dit que nous voulons être démocratiques. Non. C'est Mitterrand, à la conférence de la Baule, qui dit, puisque le mur de Berlin est tombé, donc nous n'avons plus un ennemi face auquel nous devons protéger nos intérêts. On n'a plus besoin des hommes forts. Nous avons besoin des hommes que nous pouvons manipuler à souhait. C'est là que Mitterrand impose donc aux dirigeants africains d'accepter une transition démocratique pour continuer à bénéficier les aides et les soutiens de la communauté internationale. C'est à la conférence de la Baule qu'on a imposé à ce qu'ils ont fabriqué comme dictateurs d'accepter le modèle démocratique. C'est ainsi que, attends, je chute par là, s'il te plaît, donne-moi une seconde. C'est ainsi que donc les conférences nationales souveraines s'organisent dans tous les pays où on a lessivé, lavé soi-disant les dictateurs et tout. En vérité, la démocratie n'a jamais été une aspiration d'un seul peuple africain. C'est une imposition de la conférence de Baule pour se démocratiser. Mais les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, on n'a même pas distingué entre la démocratie électoraliste et la démocratie sociale, que Yam appelle économique. Pourquoi? Prenez par exemple, je chute par là, s'il te plaît, c'est important. C'est la troisième fois. Prenez par exemple, oui, je chute maintenant sans me casser la gueule. Prenons par exemple, en RDC, chez moi, en 2018, les élections présidentielles a amené une dépense de 600 000 $. C'est ça. 600 000 $. Ce qui aurait pu construire 600 millions, pardon, 600 millions de des dollars. Autoroutes, plus de 40 hôpitaux, 50 écoles, des grandes marques, des routes. Chaque 5 ans, vous dépensez autant de millions pour élire des totos à la tête de nos pays qui ne dirigent même pas, qui reçoivent les ordres des Occidentaux et qui ne foutent rien, alors que cet argent, on peut injecter dans l'économie, comme le disait encore mon ami le docteur Yam Timba, on devait procéder par une forme de démocratie économique, c'est-à-dire qui résout les problèmes des populations et non qui amène
à la tête de nos pays des gens qui sont à la solde de l'Occident. On a compris que vous n'êtes pas pour la démocratie. On a compris. Parfait n'est pas d'accord, hein. Il n'est pas du tout d'accord. Alors justement, merci de me le souffler en brèche. Alors, l'argumentaire de Dr Bénicris tient de ce que l'Occident elle-même, qui se proclame mère de cette démocratie, n'est pas unanime quant à ce système de gouvernance parti en parfendum. Vous êtes à la dure, comme Oumni Nobel était aussi, et pro-démocrate, mais avec vous, on va parler des limites justement de cette démocratie, parce qu'il y a quand même des éléments à souligner dans son argumentaire qui devraient être relevés. Aujourd'hui, la dictature de la masse et peut-être de l'ignorance, pour rappeler ce que Socrate pensait de la démocratie, fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une sorte de boulimie qui impose le diktat même de celui qu'on a placé, et quand je dis on, je parle du peuple sous couvert des élections, au-dessus de la masse. Alors, est-ce que les élections, qui sont en quelque sorte le trait d'union de cette démocratie, sont vraiment révélatrices de ce que le peuple veut aujourd'hui? Bon, j'ai écouté beaucoup de choses. Je vais partir comme je ressens le débat. Ce n'est pas comme ça que je vois cette affaire-là. Mais je crois que nous sommes pris dans le piège des concepts. Des concepts? Oui. Nous sommes pris dans le piège des concepts. Nous sommes aussi pris dans le piège de la manipulation des concepts. Qui manipule qui? Oui, mais justement, les gens qui ont jusqu'à un passé récent, qui avaient le pouvoir, n'est-ce pas, de communiquer, le pouvoir de donner des avis soi-disant les mieux indiqués. Restez avec nous, Dr Bénicris. On a totalement manipulé les concepts. D'accord. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Mais dans le fond, la démocratie, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est ça. Est-ce que vous pouvez être dans un gouvernement qui est l'émanation de la volonté du peuple et qui s'exerce pour le bonheur du peuple et avoir ce que nous avons là? Non. Hier encore, vous rappeliez que nous sommes à l'image de nos dirigeants. Attends, les termes ont été galvaudés. Vous rappeliez, et je précise que c'est vous qui vous le rappeliez hier, que nous sommes à l'image de nos dirigeants. Oui, parce que nous-mêmes, on tombe dans ce propre piège. On dit oui, j'ai été élu, j'ai participé à une élection. Il ne faut pas confondre non plus élection et multipartisme. Bon, premièrement, parce que le fait qu'il y a plusieurs partis ne veut dire pas qu'on a la démocratie. Deuxièmement, pardon. Revenons dans le multipartisme n'est pas un pilier de la démocratie. Non, pas du tout. On peut avoir des partis qui sont tous réactionnaires. Lorsque le Cameroun vivait sur le parti unique, était-il un État démocratique? Non, pas du tout. C'est une privation des libertés. Vous comprenez? Il ne faut pas confondre, parce qu'on me prend le cas de la Chine. Mais la Chine est une véritable démocratie. Dans le sens où... Docteur Yam, restez calme. Oui, j'en viens. C'est calme. Mais j'en viens. Dans le sens où c'est un système politique, n'est-ce pas, qui est au service du peuple. Vous comprenez? La preuve, c'est le nombre de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. C'est ça la démocratie. La finalité de la démocratie. En d'autres termes, le pouvoir du Mali, aujourd'hui, la junte dirigée par Assimi Goïta est un pouvoir démocratique. Mais c'est une démocratie. C'est une démocratie parce qu'elle n'est que la représentation de la volonté du peuple. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Attention, la démocratie n'est pas une mauvaise chose. Non, c'est une très bonne chose. Du coup, les élections ne sont plus importantes. Ne nous laissons pas embarquer par les considérations de ce qui se passe en Occident. Parce que tout a été galvaudé. C'est ça qu'on parlait des concepts. Pardon, oui, c'est ça les concepts. On manipule les concepts. On vous dit que les États-Unis, c'est une grande démocratie. Alors qu'on sait pertinemment qu'aux États-Unis, la notion de one man, one vote n'est pas vraie. Elle n'est pas assumée. Attends, j'en viens. Assimi Goïta n'a pas été élu. Et pourtant, c'est un concept de la démocratie, les élections, quand même. Oui, mais il a été porté là par qui? Par le peuple. C'est quand même les armes. C'est une répression de parler par les armes, quand même. Le peuple n'a pas voté Assimi Goïta. Il faut dire ça. Mais il incarne la volonté du peuple. C'est ça la nuance. Et à partir de ce moment, c'est un régime démocratique, c'est ça? Laisse-moi finir, jeune homme. Tu vas reprendre. Parce que là, je ne compte pas sur ce plateau. C'est les arguments comptent. Ça crée des ordres avec les mots qu'on utilise. Allons-y, patiemment. Deuxièmement, même vous avez parlé des élections tout à l'heure. Tu as dit oui, mais en France, n'est-ce pas? Ou bien ici, c'est les gens qui l'ont voté. Mais la démocratie,
ce n'est pas seulement le règne de la majorité sur la minorité. Parlons même du vote. Mais le vote, c'est être capable d'avoir des citoyens qui votent en toute connaissance de cause. J'insiste. Des citoyens qui sont capables de voter en toute connaissance de cause. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce sont les gens qui sont au fait des tenants et des aboutissants d'une élection, d'un projet. Et non des gens qui sont manipulés par les médias pour l'essentiel du temps. L'Occident aujourd'hui, ce sont les médias qui font les élections. Ce sont les sondages. Mais il y a pire encore. En Occident, on constate avec regret que nous sommes allés vers des formes c'est-à-dire qu'on a détruit l'idée démocratique en laissant par exemple que vous pouvez avoir une élection où vous avez un taux d'abstention qui est supérieur à 50%. Les gens vont vous dire que c'est une élection, il faut la valider. Donc vous avez des individus dont le décompte des voix qui se sont reportés sur lui ne représente pas, même pas 50% de la volonté populaire. On va vous dire qu'ils sont élus. C'est ce qui s'est passé récemment en France. Mais c'est ça que je dis, que ce mode de représentation et ce mode de décision démocratique. D'abord, Madame Ursula von der Leyen, actuellement au niveau de l'Union européenne, elle demande même qu'on aille vite. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin totalement de cette légitimation populaire et démocratique pour prendre certaines décisions. Parce que justement, elle veut revenir à cette démocratie hellénique où il y avait des petits happy few, comme je les appelle. C'est-à-dire que cette petite oligarchie au sommet, qui comprend tout, qui réfléchit pour tout le monde et pour le peuple et qui est capable de décider pour tout le monde. C'est ça qu'il s'agit. Pourquoi je pense que la Chine est une démocratie? Parce que dans le système communiste, ce que vous devez savoir, si vous êtes à un poste, c'est que vous êtes là pour résoudre des problèmes du peuple. Vous savez qu'en Chine, on passe au poteau des ministres qui sont comment on dit ça, qui sont coupables de corruption, par exemple. C'est ça, vis-à-vis de l'argent du contribuable. Pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on sait que l'activité nocive de ce type plombe complètement la capacité de ce pays de résoudre des problèmes concrets de sa population. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Donc la démocratie, ce n'est pas seulement parce que les gens font le tour de la démocratie américaine. On fait des campagnes, on donne des morceaux de maquereau et des riz aux gens. On fait du bruit et après on dit mon ami a été élu avec, comme au Cameroun, il y a des gens qui ont été élus sénateurs, même députés, ils étaient seuls dans les circonscriptions comme candidats. C'est quoi? C'est une démocratie, ça? Allez. Non, je vous pose la question. Non, ça, c'est pour dire que les thèmes ont été galvaudés. Les gens, des esprits malins et rhétors, ils ont tourné les concepts, ils ont tout fait passer par démocratie, au point de nous faire haïr la démocratie. La démocratie, dans son essence, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Dites-nous. Allez, et on va sortir par là. Oui, elle permet, au peuple de vivre mieux, de résoudre ses problèmes. De deux, un peuple de contrôler l'activité des dirigeants du moment qu'ils ont mis au sommet de l'État. Je vous rappelle que si, même en Chine, là, il y a le Parti communiste chinois, la majorité des Chinois se rendent compte que ce Parti communiste n'est plus en train de travailler pour résoudre leurs problèmes de vie au quotidien, on va les dégager. Je vous rappelle quand même qu'en Chine actuellement, le peuple, en tout cas dans une majorité assez considérable, se révolte contre les mesures de zéro Covid. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie il ne faut pas dans ce sens-là? Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre des mesures de gestion. Des mesures de gestion. C'est pour le peuple. Au quotidien, n'est-ce pas, d'une administration, avec les fondements même de l'essence démocratique. Ça, c'est deux choses différentes. Les fondements, justement, vous les remettez en cause, les fondements. Dans l'analyse des concepts, vous dites qu'on n'est pas obligé de venir au pouvoir par l'assentiment du peuple, mais si on y arrive par quelque moyen que ce soit, et que le peuple après... Vous dites exactement le contraire de ce que j'ai dit. Et que le peuple après... Je ne peux pas concevoir quelqu'un qui arrive au pouvoir sans l'assentiment du peuple et dire que c'est une démocratie. Non, c'est l'assentiment du peuple, monsieur. C'est pas l'assentiment du peuple qui a mis Assimi Goïta au pouvoir. Si, c'est l'assentiment du peuple. Ce sont les armes. Non. On revient sur ce ne sont pas les armes qui ont mis Assimi Goïta au pouvoir. Attention. Ce sont les faits. Non, ce ne sont pas les faits. Christelle Fonga. Donc tu peux passer la parole à quelqu'un. On revient. Ce ne sont pas les faits. Patient parfait, on revient sur vous. Alors,
parce qu'on revient quand même sur peut-être le modèle de démocratie africain. C'est-à-dire qu'on va quitter de cette genèse hellénique de la démocratie et l'adapter à la condition ou au contexte africain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement on peut faire des révolutions de palais à coups de canon, et après, si le peuple, dans une sorte d'assentiment national, adoube ce pouvoir-là, on est toujours dans la démocratie? C'est vous qui acceptez le mot démocratie. Et c'est vous qui avez commencé avec démos. Le peuple. Vous comprenez un peu? C'est ça. C'est pas démon, hein, c'est le peuple. Pourquoi vous me continuez? Non, je vous vois venir. Monsieur Rim, démon, c'est pas démon. En grec, ça veut dire le peuple. Ça veut dire le peuple. Je veux simplement dire quoi? Je veux simplement dire que les concepts sont créés par des personnes, par des humains. Si en Afrique, le concept de démocratie n'est pas adapté, et comme je sais que ce n'est pas adapté, on le change. C'est tout. On ne l'adopte pas. On garde quand même démocratie? Non. Mais pourquoi? Pourquoi on peut l'appeler démocratie? On peut l'appeler kamacratie, on peut l'appeler je ne sais pas quoi. On peut l'appeler toute autre chose que démocratie. Vous comprenez un peu de tout? Aujourd'hui, et c'est justement cette confusion. On pense que le concept créé par les Athéniens, la Grèce antique, est le système qui doit régir le monde entier actuellement. Et c'est pour ça qu'on commence à dire que non, la démocratie est une bonne chose. Alors que quelqu'un par essence, je voudrais vous rappeler que même Jésus a perdu les élections. Jésus a perdu les élections face à Barnabas. Jésus qui était venu sauver l'humanité a perdu les élections face à un criminel qu'on appelait Barnabas. Voilà le système de démocratie. Donc, celui qui vient pour le bonheur du peuple a perdu les élections face à celui qui voulait la mort du peuple. On peut aller plus loin que ça. Le système démocratique... Le concept de démocratie, justement, c'est de mettre... On mélange beaucoup de choses. Je mélange comment beaucoup de choses. On a dit que la démocratie doit avoir une seule chose. Le bien-être des populations, n'est-ce pas? La définition que vous avez donnée. Mais plus encore, la démocratie, le principe de la démocratie, c'est que c'est le peuple qui décide. Donc, si le peuple a décidé comme tel, c'est le peuple qui décide. C'est ça le principe de la démocratie. Écoutez, c'est ça. Vous savez, on connaît tous le système de manipulation. On tranchait justement avec des systèmes monarchiques, ou alors des systèmes monarchiques, des systèmes totalitaires, des systèmes du moins, les différents systèmes qui ont précédé la démocratie tendaient à concentrer le pouvoir entre les mains d'une personne ou d'une classe, justement. Et c'est pour ça que la disposition hellénique de la démocratie vient révolutionner, je ne comprends pas votre sourire, mais vient révolutionner justement cette façon de voir. Donc le peuple revient donc au centre des préoccupations. C'est lui qui décide, peu importe ce qu'il décide. Peu importe que sa survie soit remise en danger après avoir décidé, c'est lui qui décide. Okay. Et donc, la question que je vous posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'aujourd'hui, justement, en Afrique, on devrait revenir à une modification de la démocratie telle à nous imposer ou telle qu'à nous présenter, cette démocratie première qui met le peuple au centre, ou alors, comme Patient Parfait le disait, on laisse les gens venir au pouvoir comme ils le veulent, et si le peuple les adoube après, bah tant mieux, c'est quand même de la démocratie. C'est pas ce que j'ai dit. Non, écoutez simplement une chose. La démocratie, dans son essence, est un mauvais poison. C'est un poison. D'accord, pour l'Afrique. Pour tout le monde. En général. Dans la démocratie se trouve corruption. Dans la démocratie se trouve vol. Dans la démocratie se trouve assassinat. De façon automatique. Ouais, je vous dis de manière automatique. Ce n'est pas la démocratie. Je vous dis dans le système démocratie se trouve ces corollaires-là, c'est-à-dire corruption, manipulation de masse, tuerie, guerre. La preuve en est, on a créé la guerre en Côte d'Ivoire pourquoi? Mais ce n'est pas la démocratie. C'est la démocratie. Non. J'ai dit, hein, non. Monsieur Nicolas Sarkozy nous a dit en plein France 24, nous allons installer la démocratie en Libye. Mais ce n'est pas la démocratie. C'était quoi alors? La dictature. Non, monsieur Parfendon, c'est vous qui vous avez dit, Nicolas Sarkozy nous a dit, en pleine télévision, je vais installer la démocratie en Libye. Voilà la démocratie. Non.
Est-ce que la démocratie européenne de M. Nicolas Sarkozy et de l'Europe n'est pas installée en Libye? Telle est la question. Allez, on va prendre justement... Est-ce que la Libye n'est pas détruite aujourd'hui? C'est-à-dire, dans le mot démocratie, c'est sorti quoi? Les armes, c'est-à-dire les têtes nucléaires, vous appelez quoi? Les missiles. On a bombardé les populations qu'on disait défendre. Vous avez dit que la démocratie, c'est pour qui? Pour le peuple, non? Mais c'est ce même peuple qui est détruit par la démocratie. Non, alors, soyons sérieux. C'est vrai que si on... L'Afrique n'a pas besoin de démocratie. D'accord, ça c'est votre... L'Afrique a besoin de quoi? Non, l'Afrique a besoin d'autre chose que la démocratie. Fanga est passé en parfait, ce n'est pas un débat entre vous, merci. On peut se réunir, on décide que voici ce que nous allons faire. C'est ça la démocratie? Non, c'est pas ça la démocratie. Merci. Ce n'est pas un débat bilatéral entre vous deux. Allez, merci d'être resté, Dr Yam. On va parler justement, on va continuer, et c'est ça qui donne naissance à la réflexion, ces synergies de pensée qui vous permettent, vous aussi à la maison, de vous fixer des idées par rapport au sujet du jour. Avec vous, on va revenir justement sur ces concepts. On parle de concepts biaisés, de concepts manipulés. Vous êtes un expert justement dans la considération de ce que c'était à l'origine même, l'étymologie de la démocratie. Un sémiologue. Vous allez faire femme de va se fâcher. Il se dit indigène. Alors, dans votre indigénat intellectuel, est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non la démocratie, telle que conceptualisée par les premiers, peut être appliquée en Afrique y avoir du succès? La bonne question, c'est celle de savoir, et c'est la question politique par excellence, de quelle société voulons-nous? Exactement. Si vous vous demandez quelle société voulons-nous, eh bien tout le reste va couler, tout ce que vous ferez après découle de cette question-là. Au fond, le problème de savoir ce que c'est que la démocratie voile ce qui est essentiel, à savoir quelle est notre expérience politique. Parce que l'expérience politique africaine, est-ce qu'elle correspond à cela? Tout à l'heure, j'ai essayé de vous dire qu'il y a la démocratie électorale, qui est l'essence, si vous voulez, des systèmes politiques de l'Europe occidentale, de ce qu'ils appellent généralement l'Occident. Et puis, vous avez d'un autre côté la démocratie économique, qui est l'essence des systèmes politiques qui sont, pour la plupart, opposés aujourd'hui de manière frontale à la démocratie occidentale. On remarque quand même qu'il y a démocratie qui revient toujours dans les deux concepts. Je suis dans le terme, il existe. C'est un concept qui existe. Qui est créé. Après, quel est le contenu qu'on lui donne? Là est le problème. Les uns pensent que le contenu fort ou l'essence de cette affaire, c'est le processus par lequel on acquiert le pouvoir, on conquiert le pouvoir. N'est-ce pas là, la base même, la naissance même de la démocratie? Non, c'est pas ça qui fait naître la démocratie. Elle fonctionne même d'ailleurs comment? Pourquoi les gens disent même qu'elle est grecque? Moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais parce que je n'ai jamais compris si c'est effectivement la démocratie qui... C'était une sorte d'oligarchie qui fonctionnait en Grèce. C'était pas du tout de la démocratie. Mais peut-être que cette petite société minoritaire qui avait pris la cité en otage considérait que elle est le peuple et qu'à en son sein, il y avait des débats qui permettaient de parvenir à des décisions et que ce mode de fonctionnement était ce qu'on appelait la démocratie. Oui, peut-être dans ce cas, on dira qu'ils avaient une forme de démocratie. Mais la question fondamentale n'est pas comme celle-là. Mais comment fonctionnait le royaume du Songhai, du Monomotapa? Comment fonctionnait le royaume d'Égypte? Mais vous avez des peuples. Parce que après, des monarchies, après les gens, mais l'Europe n'est pas le centre du monde. Hein. L'Europe n'est pas le nombril de la Terre. Vous avez des peuples sur notre continent africain où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a même pas un dirigeant. C'est-à-dire des peuples qui n'ont pas quelqu'un qui est au sommet, qui a un roi, un président, ça n'existe pas. Ils sont restés acéphales. Totalement. Chez les Bassins, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chef. Il n'y a même pas de mot pour dire ça. Mais c'est ça la démocratie. Oh! C'est pas la démocratie. Je refuse le mot démocratie. C'est le mot qui te pose pour oui. Or, ce peuple-là est reconnu
par tous ses voisins et par tous ceux qui l'ont côtoyé comme étant un peuple où la liberté des gens est une chose sacrée. Peut-il jouir ce peuple-là d'un système de gouvernance? Est-ce qu'on peut le lui attribuer? Mais puisqu'il existe, ça veut dire qu'il est gouverné d'une certaine façon. Il existe, il est là depuis des millénaires. Il est là depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine d'ailleurs sous cette forme-là. Et ce peuple-là jouit parfaitement, les membres en jouissent parfaitement de leur liberté. Et d'ailleurs, c'est un peuple où les termes comme la pauvreté, comme les sans-emploi, sans-abri n'existent pas. Il n'y a pas d'hommes pauvres là-bas dedans, dans ce peuple-là traditionnellement, il n'y a pas de sans-abri, il n'y a pas ces choses-là. Les gens sont censés... Il y a une anecdote qui dit par exemple, c'est-à-dire que quand vous avez 9 enfants, ça fait exactement 9 concessions. Donc on n'imagine même pas que quelqu'un puisse ne pas avoir de concession. Ça n'a aucun sens. Donc il y a et c'est ça qui est prioritaire. La priorité n'est pas le fait que quand on se réunit, chacun va prendre la parole. Non. La priorité est que chacun ait une concession. Mais que représente la concession dans cet espace-là? Alors je veux savoir... Ça représente la sécurité économique. Est-ce que dans votre argumentaire, vous dites que nous sommes en quelque sorte dans les sociétés africaines déjà démocratiques et que le concept qui est arrivé... je n'appellerai pas ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ne nous laissons pas enfermer dans les débats européens. Ils ne nous concernent pas nécessairement. Et quand bien même nous serions intéressés par ces débats, la question fondamentale va être ce dont ils parlent correspond-il à quelque chose chez nous. C'est tout. Si ça correspond, je vous ai dit que moi je suis un indigène. Je suis d'ici et je regarde le monde d'ici. C'est ça que Jean-Marc l'a appelé le point de vue. Voici mon point de vue. Donc à partir d'ici, je regarde le monde. Est-ce que lorsque les Européens parlent de démocratie, ça correspond à quelque chose chez moi? Prenez n'importe quel royaume africain. Mais ce qui constitue le pouvoir, ce n'est pas le fait que des gens veulent accéder à des positions de pouvoir. Non. Ce sont les corporations qui portent le pouvoir. Les forgerons, les agriculteurs, les éleveurs. Quel que soit le royaume africain, ce sont ces corporations qui portent le pouvoir. Donc le roi, quand il y en avait un, là où il y en a un, il y en avait un, le roi n'est finalement que celui qui est adoubé par ces corporations. Il n'est pas une espèce de messie, de prophète ou je ne sais quel être supérieur qui apparaît et qui a le pouvoir. Le pharaon n'est... Alors, les Occidentaux se trompent d'ailleurs, par exemple, quand ils parlent de pharaon. D'abord, le pharaon, ce n'est pas un individu. Pharaon, le terme pharaon, dans la langue égyptienne, veut dire la maison, la grande demeure. Ça ne veut pas dire un individu. Or, eux, ils croient que pharaon, ça veut dire roi. C'est faux. C'est pas ça. Bon, peut-être qu'il faut... Si vous faites des études de langue égyptienne ancienne, c'est là que vous le comprenez. Pharaon ne veut pas dire un individu, c'est-à-dire le roi ou la reine. Non, le pharaon veut dire la demeure, veut dire la maison. C'est ça qu'on appelle par exemple Pelé, hein, chez nous. Bon, après, il y a d'autres termes pour dire ça ailleurs. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et donc, en Afrique, ce qui dirige, ce n'est pas un individu. C'est en fait on est dans une approche totalement communautaire où le fondement du politique est en réalité un groupe, une majorité. Donc une famille est le groupe lui-même. C'est ça qui fonde le politique. Donc lorsque vous dirigez, vous ne dirigez pas sur la base de votre ego ou sur la base de votre propre façon de percevoir le monde. Vous dirigez sur la base de ce qu'on appelle la vision du monde. Or, la vision du monde n'est pas quelque chose de personnel. La vision du monde, c'est comment le peuple, quelle est quelle est la projection que le peuple, quelles sont les valeurs sur la base desquelles le peuple s'est structuré. C'est ça, ce mode de représentation, c'est ça la vision du monde. Et donc, vous n'êtes finalement qu'un membre, ou si vous voulez, un des héros, un des porteurs de cette vision du monde. C'est ça qui fait que la question centrale que pose votre sujet aujourd'hui, le meilleur système pour l'Afrique, vous n'avez pas précisé si c'est un système politique ou un système économique ou un système quel qu'il soit. Donc, on peut supposer que qu'est-ce qui... On a quand même un modèle de gouvernance. Ça renseigne, on peut se fonder sur un système culturel pour gouverner. Il n'est pas dit que le système est strictement politicien, par exemple. Non, pas du tout. D'accord, merci. Donc, la question risque de revenir celle de savoir quel est le système au fondement qui
est la base à partir de laquelle on organise la meilleure gouvernance de l'État, la meilleure gouvernance du peuple. Et donc, en Afrique, nous, quand nous nous posons la question de savoir comment gouverner, tel que vous l'expliquez, le leader, celui qui est porté, le système de représentativité, en fait, ne porte pas vraiment au nu le leader. Il se dessine de lui-même. Et après, il s'impose comme tel. Le leader, c'est une manière de voir très européenne. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Ah si, un peu quand même. Non, pas du tout. Ce que nous appelons... Soundiata Keïta... Soundiata Keïta n'est que le porte-voix des valeurs de son royaume. Chaka Zulu, il était quand même... Il n'est que le porte-voix des valeurs de son peuple. Il n'est pas un leader dans le sens occidental de quelqu'un qui porte les autres, qui tire les autres. Il tire personne. Non, pas du tout. En fait, c'est toute la différence. Et c'est ça que, par exemple, relativement à la personne de Oumyové, les Français étaient perdus. Ils ne comprenaient pas ce type-là. On le suivait, le Podol. On le suivait, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Non, on ne le suivait pas. On ne le suivait pas. Il parlait pour les autres. C'est pour ça qu'on l'a appelé Podol. Podol veut dire... Ce nom, il ne se l'est pas attribué. Ce sont les autres qui l'ont porté au nu. Très bien. J'aime que vous fassiez cette précision. Ça veut dire qu'il ne s'était pas proclamé leader. Il n'est pas leader qui dit, tel qu'on fait, on fait la formation en leadership. Attendez, j'arrive à quelque chose. Ce n'est pas... Aujourd'hui, quand on dit... Les gens font les études de leadership, les formations en leadership. Ce qu'on vous apprend essentiellement, c'est que vous êtes quelqu'un d'éclairé qui tire les autres. En fait, toutes ces études sont basées sur l'idée du messianisme. Donc, vous avez quelqu'un ou du prophétisme, toutes ces aires culturelles qui ont un être exceptionnel qui porte les autres. L'Afrique ne fonctionne pas comme ça. Notre façon de fonctionner, c'est que vous avez des valeurs sociales, des valeurs communautaires. Et certains sont, c'est-à-dire tout le monde est imbibé de ces valeurs qu'il porte et qu'il va donc implémenter ou défendre, au fond, tous nos leaders comme les Oumyové ou comme... et c'est ça que les Chinois font aujourd'hui, par exemple. Ils défendent les valeurs du peuple, ce n'est pas leur vision qu'ils implémentent et imposent au peuple. Lorsqu'on dit, je suis tout à fait d'accord avec Parfait Patient d'Homme, lorsqu'il parle de la Chine, Mais les valeurs du peuple les valeurs du peuple viennent-elles du peuple ou viennent-elles de la vision? Non, attendez, laissez-moi chuter. Donc il a chuté. Bon, en fait, sans vous faire mal. Ne me coupez pas toutes les 2 secondes, sinon je vais pas avoir quelque chose de structuré. Nous sommes en train de poser des problèmes de fond, des problèmes sérieux qui vont construire l'Afrique de demain. C'est ça. Et je refuse, par honnêteté intellectuelle et par rigueur scientifique, de penser que quand il faut réfléchir sur un modèle de gouvernance en Afrique, je dois me fonder sur l'expérience historique, l'expérience politique historique de l'Europe. Je dois me fonder sur l'expérience historique de la mienne en posant la question de savoir, historiquement, comment se sont gérés les royaumes, comment se sont gérés les États chez nous. Et lorsque je regarde comment se sont gérés les États, je constate que, par exemple, tous les anciens chefs d'État, d'abord, ils n'étaient pas des individus, ce n'est pas des individus qu'on appelait chefs d'État. Prenez la plupart des peuples, quand on désigne celui qui est le roi là où il y en a, ce n'est pas un individu qu'on désigne. On désigne en fait un lieu. On désigne un lieu. Et ce lieu-là incarne simplement les valeurs que le peuple incarne ces valeurs qui constituent, si vous voulez, la vision, le mode de représentation du peuple. Parce qu'on part du principe que ce n'est pas l'individu qui compte. Ce qui compte, c'est la communauté. Or, la communauté, c'est quoi? C'est des valeurs. C'est un ensemble de valeurs, un ensemble de représentations communes dont l'objectif est de satisfaire les besoins de tout le monde. Et à partir de là, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours qui génère ou qui fait naître ces valeurs-là. Ces valeurs ne sont pas des systèmes comme nos constitutions, on écrit, on dit, c'est ça. C'est la vie de tous les jours qui fait naître ces valeurs, qui donne, par le fait d'un consensus social, on arrive à dire, voici le permis, voici le défendu, parce que l'objectif de ces valeurs, c'est de s'assurer de maintenir la pérennité
de la société. Et donc, lorsqu'on cherche... Et sa cohésion. Donc, lorsqu'on cherche un modèle... pro-démocratie, hein, lorsqu'on cherche... C'est ça la démocratie. Après, si vous voulez... Et c'est par là que je voudrais aller pour conclure. Ouais. Oui, après, lorsqu'on cherche un modèle de gouvernance, on va se poser la question de savoir, la Libye était-elle démocratique? Et on va se dire, je prends un exemple tout récent, parce que je ne veux pas rentrer dans les royaumes du Mono-Motapa ou du Mali ou du Songhai ou autres, que les gens ne maîtrisent pas nécessairement, ni nous-mêmes, parce qu'il faut faire beaucoup de recherches encore pour nous approprier ce qu'ils faisaient. La Libye sous Kadhafi, tout au moins le dernier Kadhafi, était-elle démocratique? Est-ce que, si nous disons le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, est-ce que dans un pays où les assemblées locales décidaient de tout, c'est-à-dire de la vie de leur communauté, que le gouvernement central avait pour rôle essentiel de pourvoir en ressources. Implémenter? Non, même pas. Pourvoir en ressources, c'est-à-dire que les ressources du pays devaient être réparties équitablement pour que les décisions de développement, les décisions de satisfaction des besoins des communautés prises par les assemblées locales puissent être implémentées. Oui. Est-ce que c'était ça, une démocratie? Bien sûr. Est-ce que nous sommes dans une démocratie lorsqu'on change de président tout le temps, tous les ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 6 ans, mais que nous avons quand même des gens qui meurent au bord de la rue, nous n'avons pas de route, et qu'aucune assemblée locale n'existe ou ne peut décider de quoi que ce soit. Voilà. Vous savez que dans un pays comme le Cameroun, la commune ne peut pas facilement décider de construire certains types de routes, certains types d'infrastructures, alors que les populations en ont besoin, et qu'à ce niveau-là de la commune, on peut prendre la décision de les construire parce que c'est utile. Et la commune ne peut même pas décider de construire une école parce que ça doit venir du ministère là-bas. Mais c'est le dol de la démocratie représentative, c'est-à-dire la démocratie électorale, qui a été opérée par la bourgeoisie au XVIIIe siècle, qui conduit à ça. Donc, au fond, restons sur, et je conclus sur ma phrase là. Une seconde, il faut expliquer dol pour nos téléspectateurs. Dol, c'est une tromperie. Je vous ai dit que démocratie, il y a le mot corruption. Tromperie. Donc, en fait, aujourd'hui... Et quand on pense que c'est un indigène qui parle de dol, c'est incroyable. Oui. Et donc, les systèmes qui existent aujourd'hui sont basés là-dessus. Et le fait qui est intéressant est quand même de se dire, lorsqu'on regarde la planète aujourd'hui, quel est le système qui a permis de sortir le maximum de pauvres de la misère, ou quel est le système qui, pendant des millénaires, a évité l'apparition et le maintien des pauvres. On constate que c'est le système collectif, le système collectiviste, les systèmes collectivistes, les systèmes socialistes, les systèmes communistes, et non pas les systèmes capitalistes qui aujourd'hui créent une misère insoutenable qui est source de guerre à travers le monde. J'ai attendu cette fin et cette conclusion. Merci, Dr Yam Timba, pour cette belle démonstration, hein, justement, et qui repose, si ce n'est refond de même la problématique de la démocratie en Afrique. Cette réflexion, vous êtes également ouverte à vous, chers téléspectateurs, via notre page DBS TV sur Facebook. Vous laissez votre opinion en commentaire et on se fera le plaisir, justement, de la partager là. Votre opinion, bien sûr, sur ce plateau. Docteur Béni-Chris, on est en train de sortir de ce sujet et en quelques minutes. Oui. Je vous en conjure, quelques minutes seulement. Vous allez devoir résumer ou synthétiser toute votre pensée intellectuelle sur le sujet. On sort véritablement avec cette question. Est-ce que vous pensez, vous personnellement, que la démocratie est le meilleur système qui devrait prévaloir en Afrique ? Système de gouvernance politique. Je pense sincèrement que, en tant qu'Africains, si nous nous fions à la définition du mot démocratie à l'occidental, l'Afrique est un mauvais élève et l'Afrique a échoué. Donc, cette démocratie... C'est de bonne guerre que l'Afrique a échoué? Cette démocratie n'a pas marché en Afrique, pour ne pas dire échoué. C'est de bonne guerre. Parce que vous avez ce qu'on appelle les républiques monarchiques, où le père était au pouvoir, c'est son fils qui le représente, où le président est là, il manipule les constitutions pour se maintenir au pouvoir indéfiniment. Et bien quand même par le biais des élections. On peut dire que si le mot démocratie est défini à l'occidental, alors il n'est pas un bon système pour nous les Africains. Donc il a échoué. Maintenant, on peut le définir autrement, c'est ça?
Justement, si nous regardons par exemple ce que M. Timbi a évoqué sur la Libye, voilà si la Libye était une démocratie, parce que le peuple était représenté dans les grandes prises de décision. La Libye n'a jamais été considérée comme une démocratie en même temps. Pas à l'occidental, c'est ce que je suis en train de vous dire. La Chine est une démocratie, mais pas à l'occidental. Absolument. C'est ça qu'il faut dire. La Russie est une démocratie, mais pas à l'occidental. Donc si nous pouvons arriver à une forme de démocratie à l'africaine, en tenant compte de nos réalités, de nos valeurs, pour que le peuple tire les dividendes de l'exercice du pouvoir. On prend démocratie et on Mais puisque la démocratie, en fait, si nous nous fions à cette expression, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais c'est l'idéal. Même la charte de l'Atlantique stipule les droits de tout peuple à s'autodéterminer. Même dans la Bible, lorsqu'il y a un roi qui s'opposait aux décisions du peuple, Dieu envoie un prophète pour lui dire « Écoute le peuple dans tout ce qu'il va décider, car la stabilité du pays... » Écoute, quand Dieu dit à son roi « Écoute le peuple dans tout ce qu'il va demander, car la survie du pays et de la cohésion dépend de la satisfaction de ses besoins. » C'est une forme de démocratie. Puisqu'il s'agit d'écouter ce que le peuple... Si on demande au gouvernement camerounais, au gouvernement congolais, ce que le peuple congolais, le peuple camerounais demande, et qu'on implémente cela, mais nos pays, dans 15 ans, 20 ans, seront plus puissants que certains pays européens que nous connaissons. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le mot démocratie qui est un tabou. À l'occidental, nous n'en avons pas besoin. Mais c'est le contenu que nous donnons. Et moi, en âme et conscience... Cette demande s'exprime lors des élections. En âme et conscience, je pense qu'en tant qu'intellectuel et homme politique, j'ai proposé une autre forme de kamétocratie. On n'a pas besoin de démocratie, on a besoin d'une forme kamétique qui englobe les différentes réalités socio-économiques et culturelles de nos pays. Par exemple, quand M. Timba s'oppose totalement au mécanisme comme étant un système importé, ce n'est pas la réalité du Bas-Congo que je suis. Parce que chez moi, le mécanisme existe. D'ailleurs, on a un mot en Bas-Congo qui parle de mécanisme, l'engundisme. Chez nous, un Ngunza, c'est le porte-parole des divinités pour les besoins du peuple. Et ça existe avant la pénétration occidentale. Donc c'est totalement différent. Quand vous prenez Simon Kimbangu, c'est un Ngunza chez moi, qui est venu de la part de cosmogonie. Mais d'ailleurs, l'impact historique de Simon Kimbangu, personne ne peut le dénier dans l'histoire de l'humanité et de l'Afrique. Donc c'est un type de société. Quand vous prenez par exemple Kimpa Vita, qui est considéré comme étant précurseur des mouvements de la négritude, en 1600 et quelqu'un qui a lutté contre la coalition portugaise et arabe. C'est une femme de 20 ans qu'on appelle la Jeanne d'Arc noire. On l'a brûlée vif. Il faut retourner dans l'histoire. Elle est venue comme étant un Ngunza. Donc, il y a ces réalités-là autochtones qu'on peut considérer pour bâtir notre Afrique. Il y a des modèles dans nos traditions. Donc, il y a des modèles. Ce à quoi vous faites allusion n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Non. C'est ça. Attends, qu'est-ce que vous appelez monarchie? C'est un retour justement à ce faste glorieux de l'ancienne Afrique. Mais il est... Attends, du Congo. Je vais chuter par là. Ce n'est pas une démocratie. Non, je vais chuter par là. La bêtise d'Obama était d'avoir déclaré que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais c'était, oui, c'est une bêtise à 50%. Mais en réalité, je vais vous dire la vérité. S'il n'y avait pas les Mao Tse-tung en Chine, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. S'il n'y avait pas de Poutine à la tête de la Russie, ben la Russie serait emiettée. Et cette Russie aurait des difficultés énormes. Voyez-vous? Donc, s'il n'y a pas d'homme fort, qui va à l'encontre de l'idée s'il n'y a pas d'homme fort, s'il n'y a pas d'homme fort, il n'y aura pas des institutions fortes. D'accord. Les hommes forts ne sont pas des hommes qui perdus au pouvoir indéfiniment et qui n'apportent rien à leur peuple. Les hommes forts sont ceux qui ont une grande capacité d'écouter les aspirations profondes de leur peuple, de les incarner et de les implémenter. C'est ça l'homme fort dans notre définition africaine du terme. Donc tu es l'homme fort. Alors, je me relance à ce niveau. Comment est-ce que cet homme fort écoute les aspirations du peuple? C'est par, je sais pas, c'est une sorte de mysticisme. Non, c'est une bonne question. Est-ce qu'il le voit dans les rêves? Mais justement, est-ce que ce n'est pas par le biais des élections? Comment est-ce qu'un papa... Est-ce que ce n'est pas par le biais des élections qu'on sait comment ce que le peuple est-ce qu'un papa incarne donc les besoins de ses enfants au point de pousser ses enfants à être plus grands que lui? C'est parce qu'il a une grande capacité d'écoute. Il a une capacité de comprendre les aspirations de ses fils, de ses enfants. Il a une aspiration de comprendre par les naturels de ses enfants qu'ils peuvent aller plus loin. Non. Attends. Pourquoi on parle de représentations populaires, par exemple, de parlements populaires ou de communes, la commune par exemple. Si la commune incarnait les aspirations du peuple de la commune,
et que l'État fournissait les moyens à chaque commune, ce qu'on appelle la politique des petits pas, à chaque commune de subvenir aux besoins locaux. Mais je pense que nos pays iraient loin. Voyez-vous, sans qu'il y ait l'obstruction d'un pouvoir central. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cette forme de gouvernance qu'on a besoin en Afrique. C'est ça. Un père, un vrai papa ne va pas imposer à son fils, par exemple, d'être footballeur quand celui-ci choisit d'être, par exemple, un menuisier. Je donne un exemple. Il faut qu'il le lui dise. Le père est celui qui a la capacité de comprendre les capacités de son fils et l'oriente dans la voie où il sera à même d'exprimer ce qu'il est. Est-ce qu'il est le vrai pouvoir, je vais finir par là. Le vrai pouvoir politique, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, doit être évalué par sa capacité de mettre son peuple au travail, de subvenir aux besoins minimums de sa population et alors de sécuriser sa population. Ce n'est pas un pouvoir politique qui peut régner dans un territoire qui a l'eau, qui a la forêt. Et nous retrouvons dans le foyer une carence d'eau potable. Nous trouvons dans nos écoles où les enfants s'asseyent à même le sol sans table banc. Ça, ce n'est pas un pouvoir politique. Ça, c'est un frein au développement. On sort avec une question fermée. Vous allez répondre par oui ou non. En Afrique, système de gouvernance, le meilleur, l'idéal, démocratie, oui ou non? Non. Ok, allez, on va prendre... Pas l'occidental. Encore c'est à l'occidental. Passion Parfaite, dans mon entrée de sortie de cette émission, justement, qui traite du sujet de la démocratie. Je ne sais pas si on devrait employer les termes et les concepts répétés ici à l'occidental, à l'africaine. Est-ce qu'il y a justement cette sorte de distinguo entre une démocratie dite à l'occidental, telle que voulue par les pères fondateurs, et une démocratie adaptée aux besoins des Africains? Les deux sont-ils viables? Peut-on parler des deux, justement, hein, en quelques minutes, s'il vous plaît, Passion Parfaite. J'insiste, je pense que le débat qu'on a fait aujourd'hui, nous avons été pris, nous sommes le piège des concepts. On les manipule mal et on les mélange. On en fait un fourre-tout. C'est pour cela qu'on ne s'en sort pas et on a l'impression qu'on est divergent. Vous comprenez, c'est ça. Les concepts. Vous estimez que oui, tout le monde est sur ce plateau de la démocratie? Presque nous tous, on allait dans tous sens. D'accord. Bon, on a. La démocratie existe dans quelle langue en Afrique? Donnez-moi les mots démocratie dans nos langues en Afrique. Ça n'existe pas. Écoutez, cher ami, la démocratie, telle que définie, est le meilleur système qui existe. Vous n'avez pas dit à l'occidental, à l'africaine. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que nos cerveaux sont cramés par les... Démocratie, meilleur système. Non, par les histoires qui viennent de l'Occident, qui pensent que ce qu'ils disent, c'est ça qui est vrai. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, en Occident, quand vous avez des enfants dans une crèche, on leur apprend plus peu, vous êtes de sexe masculin, de sexe féminin. On dit non, il faut bannir ça. On dit que c'est chaque enfant qui va se déterminer en fonction de ce qu'il aura choisi. D'ailleurs, il y a un pronom personnel maintenant qui mélange les deux, IL. Voilà. Pour dire celui qui n'est ni masculin ni féminin. La réalité naturelle d'un être humain. Vous savez comment on appelle la Corée du Nord? C'est la République démocratique de Corée du Nord. Ça vous dit rien? La Corée du Nord est-elle une démocratie? Bonne question. Selon vous, ce n'est pas une démocratie parce que c'est ce que disent les Occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous sommes un peu prisonniers de ces schémas de représentation galvaudés par les Occidentaux qui nous font croire que quand ils parlent de démocratie, de la plus grande démocratie du monde sont les États-Unis. J'ai dit non. C'est faux. La démocratie, tout à l'heure, bon, j'en viens. Ok, pourquoi est-ce que la démocratie est-elle le meilleur système de gouvernance politique, et en particulier pour l'Afrique, parce que c'est ça notre sujet. Mais oui, mais d'autant plus qu'il est là pour répondre aux aspirations profondes du peuple. Je prends le cas, tu vas parler en d'autres termes, nos leaders aujourd'hui, puisqu'ils sont venus de façon démocratique, ils ne sont pas arrivés de manière démocratique. Les élections sont démocratiques. Les élections, ce n'est pas la démocratie, je vous l'ai dit. Ils ne sont pas démocratiques. Non. Les élections, ce ne sont pas... Pourquoi? On peut organiser les élections justement pour ne pas avoir de représentation légitime dans un pays. Comment est-ce que le peuple s'exprime-t-il? Pardon? Le peuple s'exprime comment? Dans sa large majorité, il s'exprime. Ça, ce sont des modes d'évolution de pouvoir. Comment, ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, pour avoir un chef. Mais ce n'est pas ça la démocratie. Bon, passons. Je vais en revenir au peu bassa. Ça m'a beaucoup intéressé. Ok, on va accélérer. De toute façon traditionnelle, je vais accélérer. Il y a des sociétés qui ont des chefs et qui décident, et les chefs décident de tout. Des Bambok. Non, je parle ici chez nous au Cameroun. Au Cameroun, il y a des sociétés qui ont des chefs et qui les chefs décident de tout. On n'est plus dans la société Bassa en particulier. J'en viens pour Philippe. Laisse-moi développer. Et dans cette société-là,
Quand quelqu'un est un chef, il prend tout. Il prend les femmes, il prend les plantations de papa, il prend tout. Même ici au Cameroun. Ouais, c'est au Cameroun. Mais il y a d'autres sociétés, toujours dans cet espace Cameroun, par exemple le peuple Bassa, où en réalité, la notion de chef est une notion coloniale qui n'a pas existé dans nos sociétés. On avait des familles, des clans qui étaient regroupés, et là-dedans, chaque fois qu'il y avait une difficulté, on faisait réunir les initiés, je peux les appeler ainsi, mais les sages, les bambons, appelez-les comme vous voulez. Parce qu'ils ne pensaient pas que les Bassans, en tant qu'entité, ne réagissaient pas. La preuve, ils faisaient des guerres. Bien sûr. Il fallait donc qu'il y ait une assemblée qui se réunisse et qui prenne des décisions qu'on va faire la guerre. Mais ce n'était pas un individu, ce n'était pas un chef. Une direction collégiale. Même pour prendre une femme, il y avait d'autres mondes. Il y avait quand même des élus au niveau des familles. C'était pas toutes les familles qui étaient il y avait des représentations au niveau des familles. Parce que ce n'est pas... Pour les enfants d'aujourd'hui, laissez-moi aller au bout de ma démonstration. C'est ça, les enfants que vous avez formés. Heureusement qu'on a été bien formés. Les familles en question ne sont pas propres. Ce n'est pas une propriété Bassa. On sait que les sociétés Béti également, Fond Béti même, et dans le grand groupe Bantou même, sont des sociétés acéphales qui sont dirigées par des familles qui ont à leur tête des chefs de famille. Ces chefs de famille qui sont... pas comme ça. Ces chefs de famille qui sont... Si je parle de Bassa, c'est un exemple pour illustrer, n'est-ce pas, ma démonstration. Ce n'est pas parce que de manière, comment on dit ça, exceptionnelle, je veux valoriser les Bassa pour dire que c'était... rien à voir. Attendez, il faut préciser ça, hein, c'est important. Ah, tu vois maintenant, c'est pour prouver que c'est parce que nous sommes en Afrique. Ah, tu vois ça? Ok, allons-y. Parce que tu m'as pas laissé aller jusqu'au bout, c'est ça qui est important. Par exemple, quand un jeune devait prendre femme, vous savez qu'il y avait tout un process. On faisait parler, par exemple, ce qu'on appelle le Gabi, comment on appelle ça en français, qui estimait que la femme que tu vas prendre là, elle pourra te faire des enfants ou pas. C'est un nom en français. Les oracles, en fait. Non, c'est pas les oracles. C'est pas les oracles. Est-ce que vous comprenez? Quand il a dit bon, c'est-à-dire que quand tu faisais le mal et que ton mal commençait à devenir majeur, qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'en temps, on était polygame, ce n'est pas votre affaire de monogamie là. Parce que j'avais plusieurs femmes, dont certains qui étaient presque de même âge que mon fils. C'est le meilleur système. Et j'avais bien peur qu'à un moment donné, mon fils commence à faire crac-crac avec mon épouse. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je dotais une femme pour mon fils. Je lui indiquais un espace de la région. Je lui dis, voilà, là-bas, c'est toi là-bas. Je lui donnais une femme. Je faisais même un petit abattage pour qu'il puisse avoir des champs. Je lui donnais aussi des esclaves, parce que nos sociétés sont des esclaves, même comme c'était pas dans le même type, pour que le gars puisse être autonome là-bas. Oui, parce qu'après, les esclaves vont épouser nos filles. Hein. Une société esclavagiste. Oui. On va appeler les esclaves dans bon, mais le mot esclave, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais les serviteurs, si tu veux. C'était pas comme ça. Bon, ils épousaient nos filles après. Non, c'est ça la réalité. Vous comprenez? Allons-y. Mais ce qui se passe, c'est que là-bas où le gars est parti, c'est lui qui est le chef là-bas, qui est le roi là-bas. Personne ne vient de dicter quoi que ce soit là-bas où il est parti. Je comprends. C'est pour ça que les Bassans n'ont pas la notion de chefferie. Mais chaque fois qu'il y avait un danger, que ce soit des maladies, que ce soit des bêtes sauvages qui embêtaient les gens, la communauté se retrouvait de nouveau et elle faisait un certain nombre de trucs, de débats, et on décidait comment on allait faire. Et toute la société participait comme un seul homme dans la résolution du problème. La question des femmes. Nous aussi, aujourd'hui, on pense que les femmes, c'est rien. Même dans la société Bassa, les femmes ont une confrérie. Et elles aussi, elles participent à la vie de la communauté en prenant un certain nombre de décisions en fonction des difficultés à laquelle elles font face. Donc, ce sont d'autres types de gestion de la communauté. Vous nous dites que tout le monde a droit au chapitre? Mais oui, tout le monde avait droit au chapitre. Dans la société, oui. Tout le monde avait droit au chapitre. Sans forcément être porté par une voix qui représente justement la communauté. Non, sans forcément avoir un leader éclairé. Tout à l'heure, il a parlé de leadership. Quelqu'un... Il a parlé de messianisme, en même temps. Il peut dire que, bon, ta tête ne me plaît pas, on coupe ta tête. Chez nous, ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc, je suis en train de vous expliquer que, pour revenir à la démocratie, ce mode de représentation de cette fonction, c'est même pour ça que les systèmes socialistes avant disaient que c'était authentiquement démocratique. Pourquoi? Parce que il participe à l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Il refuse de ravaler l'être humain au rang d'esclave, ce que fait le système capitaliste. Il participe aussi, n'est-ce pas, à ouvrir de nouveaux horizons sur le plan intellectuel, sur le plan civilisationnel à l'être humain. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Alors, vous faisiez tout à l'heure référence à l'ambiguïté dans les concepts. On veut savoir concrètement, pour ceux qui nous regardent en ce moment, votre démocratie,
qu'est-elle en réalité pour l'Afrique? Vous dites que c'est le meilleur système de gouvernance, pas pour l'Afrique en particulier, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans votre démocratie exactement? Élections? On passe par les élections? Dans ma démocratie, premièrement, prise en compte de l'opinion de chaque citoyen. D'accord, comment? Attends. Il faut qu'on sache comment est-ce qu'on prend en compte l'opinion des citoyens? Pas les élections ou pas quoi? Les élections ne sont que l'aboutissement de la machine qui va légiférer. On commence par les débats. On pose des problèmes dans la communauté. On dit par exemple... Un peu comme une sorte d'agora, comme ça se faisait dans les agora, quand tu dis agora, on passe à les gens qui parlent. Non. Les gens qui réfléchissent à des situations, ils les examinent. Ils donnent le pour et le contre. Ils échangent entre eux. Et finalement, on arrive à notre étape, qui est l'étape décisionnelle. Consultation populaire d'abord, c'est ça? Oui, on a échangé, on a vu, est-ce que c'est ça qui est bon, c'est pas ça qui est bon. Maintenant, on arrive, il faut décider. Et quand il faut décider, on décide, c'est-à-dire que maintenant, de manière quantitative, aussi qualitative. Parce que c'est ça, il faut jumeler les deux. Il ne faut pas penser que, par exemple, les Babambok, ils étaient Babambok pour rien. Quantitatif, parce que tout le monde aimait son avis. Après, maintenant, ce comité se réunit et dit, qu'est-ce qu'on fait? Voici l'idée majoritaire qui nous a été servie. S'ils ont d'autres appréciations, même d'autres mysticaux, que nous, on n'a pas, ils peuvent vous dire que, attention les gars, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et en fonction de ça, maintenant, on tranche. Vous comprenez? Et on avance. Donc, je suis en train de dire que, oui, à l'élection, mais l'élection doit être l'aboutissement du processus de légitimation du pouvoir. L'élection ne doit pas être le truc qu'on vous balance comme ça, comme un bout de pain. Pourquoi? Et c'est ça le problème, par exemple, dans nos pays. On ne parle des élections. Mais les programmes, qui en sait quoi? Personne. Cette affaire-là, on met l'argent partout. On corrompt les gens. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens ne disent plus en parfaite connaissance de cause. Ce volet-là, on l'a enlevé. Les gens ils disent parce qu'ils ont mangé un bout de pain. Les gens ils disent parce qu'on leur a donné un morceau de maquereau. Ils ne se rendent pas compte que les décisions qu'ils vont prendre là pour mettre rime au pouvoir demain, ils peuvent être en mesure de prendre des politiques qui vont impacter négativement dans sa propre vie. C'est pour cela que je dis que le sens de la démocratie, comme tu appelles démocratie à l'africaine, parce que ça me que vous le rejoignez, c'est ça? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Démocratie est un cas de démocratie. C'est même parce que les bandits l'ont galvaudé que le mot de démocratie ça n'existe pas en Afrique. Allez-y, passez. Donc, si tu n'as pas que c'est la dictature qui existe en Afrique. Non, c'est... Alors, qu'est-ce que tu veux alors? Ce n'est pas une réplique. C'est ça la démocratie. Allez-y. Je dis donc que on parle français, on parle leur langue. On n'est pas en train de parler la nôtre. Le mot démocratie, tel qu'il est exprimé, tel qu'il est, dont le contenu est celui dont vous avez défini, c'est le meilleur mode de représentation. Sauf que les malins ont galvaudé cela pour des raisons bien définies. Tout à l'heure, Yami, tu m'as fait une démonstration. Je vous dis aussi que à l'évolution de la société, se colle aussi les modes comment dire ça, la dévolution du pouvoir. Non, et de dévolution du pouvoir, mais surtout de gestion du pouvoir. Parce qu'une société constituée autocratique n'a pas le même mode de dévolution de pouvoir qu'une société démocratique. Une société de bourgeois, ou bien comment on appelle encore à l'époque les différentes évolutions sociales, oligarchique, ou bien celle des seigneurs, ou bien cette... Oui, oligarchie, vous savez pourquoi? Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Dans une société dirigée par la bourgeoisie, ils ont d'autres types d'intérêts. Pour eux, il faut qu'ils continuent de s'enrichir. Et pour qu'ils s'enrichissent, évidemment, là c'est bien dit, il faut le prolétariat qui va travailler pour eux. Vous voyez? Donc si vous voulez rééquilibrer, pour donner la possibilité à chacun d'avoir le soleil, vous comprenez? Vous êtes obligé maintenant de faire participer l'ensemble des citoyens, 1, à la prise des décisions, 2, à l'exécution de ces décisions. Via les élections. Évidemment. Mais les élections ne sont pas la démocratie, je continue de vous le dire. Merci, passion parfait. Parce que les élections censitaires... Je vais vous poser la même question, qu'à Dr Bénécris. Vous êtes donc pro-démocratie en Afrique? Oui. La démocratie, meilleur système? Oui. C'est un oui définitif. Mais une élection censitaire, ou pour que je puisse être candidat à une élection, par exemple, ou à la mairie, il faut que je dépose une caution, je ne sais pas, d'1 million. De facto, je suis exclu de cette élection. Et on va exclure comme ça un grand nombre de citoyens de l'élection. Et donc, en réalité, on reprend un sens électoral qui élimine la majorité des voix qui auraient pu être en mesure de produire
une autre société, une autre gouvernance au sein de la société. C'est ça qu'il s'agit. Merci. Cette lex, Lex. Voilà. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est comme ça. Non, la loi dure, c'est la loi, ce n'est pas ça. La loi, c'est comment dire ça? C'est la colonne vertébrale d'une société, c'est la loi. Hein. Non, sans la loi, tout est anarchique. Non, c'est la justification, non. C'est l'émanation, pas l'émanation, mais c'est la réalité des rapports de force qui existent dans une société. Je prends un exemple simple. Avant là. En 5 secondes. 5 secondes. Vos frères qui ont l'argent, ils construisaient des mini-cités. Il n'y a pas de problème. Quand ils ont commencé à constater que les jeunes ne payaient plus les chambres dans les mini-cités, on a pris une loi qui dit maintenant que si tu ne payes pas, tu peux aller en prison. Tu vois donc comment les intérêts des gens les conduisent à codifier sur le plan maintenant juridique des lois parce que cela contribue à régler des problèmes qui vont... Ces individus font partie du peuple. Ils sont souverains. C'est la justification des rapports de force dans une société. Merci, patient, parfait. Allez, avec vous, Christelle Fangan, on évolue également. On a un oui catégorique, un non tout aussi catégorique quant à la question de démocratie en Afrique ou pas. Alors, les systèmes aujourd'hui qu'on adoube, on parle du Mali, on parle du Burkina Faso, on parle du pays des hommes inter. Ces pays-là, aujourd'hui, sont considérés comme les purs sang même du panafricanisme. Ils sont même considérés comme des modèles. Choguel Maïga le rappelait d'ailleurs à suffire dernièrement dans une conférence. Le destin de l'Afrique se joue aujourd'hui peut-être au Mali. Est-ce qu'on devrait justement, et quand je parle je parle des peuples africains, s'aventurer vers ces eaux troubles qui ne consacrent pas forcément le pouvoir du peuple via les élections et qui portent aux nues, qui portent justement à l'exécutif des hommes forts via les armes et plus les élections? Vous savez... Oh, j'ai oublié le Mali. Je vais aller simplement dans ma pensée. Laquelle est? Démocratie. Et quand il y a... Cher Christelle Fanga, démo, c'est peuple. Je parle de démocratie. Et quand un système est régi par un démon, il ne peut que produire ce que nous avons. Vous allez vous expliquer les sciences, tout ce que vous allez nous citer là. Où les gens deviennent des Jeanne. Est-ce que le système que vous avez appelé là ne nous produit pas ce que notre société que nous avons aujourd'hui là? Est-ce le système ou est-ce le... Ou bien c'est la pratique? C'est ça, en fait. Je dis bien c'est le système. Il faut questionner tout ça en même temps. Les Jacques deviennent les Jacqueline. C'est le système. Donc, quelqu'un ne peut pas être auteur, le concepteur d'un système et vous voulez que ça ne soit pas tel qu'il a conçu. Donc, c'est les concepteurs de la démocratie, ceux qui ont sorti le démos, comme vous l'avez appelé, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le peuple. Non, il fait partie du peuple en même temps. Au troisième degré, c'est peuple. Mais démos en grec a 3 significations. Voilà. Le premier, c'est génie. Qui a le pouvoir de présider à la destinée. Si vous voulez qu'on a dans l'étymologie, on peut entendre dedans. Hein? C'est clair. Donc, quand vous dites que c'est occidental. L'étymologie est contextuelle aussi. Permettez-moi de développer. Allez-y, développez. Donc, quand vous avez celui qui est le concepteur de ce système-là, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il a introduit à l'intérieur. Vous ne pouvez pas demander à un concepteur, à celui qui a fait Mercedes, celui qui a fait Audi, et vous lui dites que comment le moteur, il connaît tout ce qu'il a introduit dans sa voiture, bien sûr, dans ses voitures, dans tout ce qu'il a fait. Donc, celui qui a créé le mot, le système démocratie, parce que démocratie peut être appelée autre chose. Pour rejoindre Parfendon, démocratie peut être appelée autre chose, n'est-ce pas? On peut enlever démocratie, l'autre, Bénécris disait kamacratie, on peut appeler autre chose, n'est-ce pas? Mais celui qui a créé le mot et le concept de démocratie tel que nous l'appelons aujourd'hui, était animé par un démon. Et c'est ce démon-là qui fait la société occidentale aujourd'hui et qui veut l'imposer. La preuve en est, tout le système occidental, c'est quoi? Corruption, guerre, manipulation, dépravation de mœurs. Au-delà de contre nature. Voilà le système que M. Ndom nous dit que c'est un bon système, c'est-à-dire démocratie. Christelle Fanga, vous avez une carte d'électeur? Bien sûr. Pourquoi?
Parce que je vais voter. Parce que c'est le système hérité. Je suis dans une république. Écoutez, monsieur, je suis un citoyen. J'ai une carte d'identité, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dois obéir. Donc vous donnez votre voix, à quelqu'un. Je dis bien sûr. Merci Christophe. Soyons sérieux. Non, je ne suis pas pro-démocratie. Mais vous avez une carte d'électeur. Les élections sont un principe fondateur de la démocratie. Écoutez, pour ce que je dis, par devoir civique, je vous révèle la pensée, je vous révèle le système, n'est-ce pas? Oui, la preuve en est, ce que vous appelez démocratie nous a produit quoi? Des assassinats. Ce que vous appelez démocratie nous a produit quoi? La corruption. Ce que vous appelez démocratie nous a produit quoi? Sous-développement. Ce que vous avez créé, vous appelez démocratie, nous a créé quoi? Chez nous en Afrique, les hommes qui deviennent, les gens qui deviennent des jacqueries. Vous avez ce système-là. C'est ce système-là aujourd'hui. Le sous-développement en Afrique, c'est à cause de la démocratie. En 2018, vous avez voté qui? Mais non, ça c'est pas une question que je peux répondre. Merci beaucoup. Je sais à qui j'ai voté. C'est une question que je devais poser. Il avait voté le démon. C'est une question que je devais poser. C'est pour ça qu'on est dans la délivrance de ce démon. On doit délivrer le monde de ce démon appelé la démocratie. Docteur Fanga, je pense que vous en prendrez à Christelle Fanga de vous avoir pris votre temps de parole pour la dernière prise de parole, mais en tout cas, on vous a bien compris, cher monsieur. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Vous avez été pour la plupart ici sur ce plateau des indéfectibles de ce programme depuis lundi, la reprise. Vous aussi, chers téléspectateurs, un grand bravo à vous, car on l'a si bien compris. La voie a été tracée et le chemin ne pourra être que suivi par ces irréductibles qui continueront à donner de la voix par leurs actions et leur présence effective à vos côtés pour vous édifier. Aujourd'hui, c'est un combat d'idées, c'est un combat d'idéologie. C'est un peu plus que l'injure, c'est un peu plus que l'à propos. Il faut éduquer cette jeunesse africaine. Dr Yantimba, merci. Christelle Fanga, Passion Parfendum, Dr Benny Chris, Omer Seda qui nous a accompagnés tout au long de cette première semaine. On vous dit chaleureusement merci. Et vous également, chers téléspectateurs, qui continuez à nous faire confiance pour l'éveil et le réveil panafricain. Nous serons encore là dès lundi pour de nouvelles problématiques de l'heure. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.